Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant pour cette deuxième et dernière partie de la Grande Table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'unité espagnole, à quel prix? Pour en parler, un prix Nobel de littérature, l'écrivain Mario Vargas Llosa, grande voix de la littérature hispanophone, à la fois intellectuel et politique, engagé dans ses écrits et candidat à la présidentielle. C'était chez lui au Pérou en 90. Il a récemment pris la parole dans son pays d'adoption, l'Espagne, contre l'indépendance de la Catalogne, devant des centaines de milliers de personnes réunies à Barcelone. Coup de force contre coup de gueule, l'écrivain Mario Vargas Llosa est notre invité jusqu'à 13h30, avant de rejoindre en courant Antoine Compagnon ce soir au Collège de France pour une grande conférence à laquelle vous pouvez assister. Tout ceci, bien sûr, dans la limite des places disponibles. Bonjour à vous, Mario Vargas Llosa. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le 9 octobre dernier, en pleine crise catalane, vous avez choisi d'aller défendre la démocratie espagnole, non pas au cœur des institutions à Madrid, mais bien à Barcelone. Pourquoi il était important pour vous d'être dans la place? Parce que je crois que la crise qu'a vécue l'Espagne due au nationalisme catalan était très grave, pas seulement pour l'Espagne, surtout pour la Catalogne, mais aussi pour l'Europe. Je crois que ces mouvements indépendantistes, s'ils auraient réussi, et je crois que cela ne va pas réussir du tout, mais si cela aurait réussi, ça aurait été tragique pour l'Espagne, pour la Catalogne et aussi pour l'Europe, parce que ce mouvement aurait encouragé les mouvements indépendantistes qui se manifestent un peu partout dans l'Europe comme réaction à cette construction que je crois est la plus ambitieuse et aussi généreuse de la culture démocratique, la construction de l'Europe. Beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, mais aussi des cinéastes, des artistes ont pris position dans cette crise qui a polarisé l'Espagne au cours du mois d'octobre pour Madrid. Et c'est votre cas également, Mario Vargas Llosa. C'est pas pour Madrid, c'est pour l'Espagne, Pour non? l'Espagne. Et pour l'Europe. C'est en tout cas à Madrid. Et pour la liberté, Madrid et qui pour reste la le siège démocratie. des institutions. Voilà, on et va c'est l'expliquer. contre le nationalisme qui, comme vous savez très bien, est une idéologie rupturiste qui, au fond, est aussi raciste et qui crée, n'est-ce pas, l'idée d'une supériorité due au territoire, à la race, à la religion. À la langue et à la culture, à la langue, aussi. Oui, à la langue et à la culture aussi, mais c'est surtout, n'est-ce pas, cette idée d'une supériorité en raison de la naissance, associée à un territoire spécifique. On croyait que tout cela était de l'anachronisme, du passé, et pourtant non. Et pourtant, on a vu en Europe, précisément à partir de la création de l'Europe, renaître cette tradition qui a été tragique pour l'humanité, la tradition du nationalisme, qui est très différent du patriotisme, n'est-ce pas? Le nationalisme est une idéologie contre les autres, hein? Pas seulement en faveur de ce qui est le nôtre, n'est-ce pas? Mais surtout contre les autres. Alors, c'est un phénomène qui toujours apparaît précisément quand il y a un mouvement de globalisation, de destruction ou dépaysement des frontières, que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, heureusement pour l'humanité. Vous savez, j'ai vécu 5 ans à Barcelone dans les années 70, à l'époque précisément de la transition de la dictature à la démocratie. Et à l'époque, l'indépendantisme pratiquement n'existait pas. C'était une minorité qu'on voyait à la distance comme quelque chose du passé, des anciens qui vivaient dans une espèce de fantaisie, de fiction. Mais tout ça a changé
grâce à la démocratie, grâce à la liberté, après la mort de Franco et la disparition de la dictature, on a décentralisé les pays, comme vous savez, et on a donné un grand pouvoir aux autonomies, l'éducation par exemple. Et c'est grâce à ça que le nationalisme a sorti de cette minorité et petit à petit a gagné, n'est-ce pas, un soutien d'une population qui a été adoctrinée à travers l'école dans les fictions du nationalisme, n'est-ce pas? L'idée que l'Espagne exploitait la Catalogne, que la Catalogne serait beaucoup plus moderne et prospère, n'est-ce pas, avec l'indépendance. Exactement le contraire de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, précisément pour le mouvement indépendantiste. Comme sûrement vous savez, plus de 1500 entreprises sont sorties de la Catalogne dans les derniers 3 mois, ce qui est déjà une véritable catastrophe économique pour la Catalogne et indirectement aussi pour l'Espagne, n'est-ce pas? Et si la Catalogne devenait indépendante, elle sortirait de l'Europe, elle sortirait de l'euro, elle ne serait pas reconnue que par 2 nations dans le monde, la Corée du Nord et le Venezuela. Hein? Alors, quel crédential pour un nouveau pays, n'est-ce pas? La Catalogne n'a été jamais indépendante, pas un seul jour de son histoire. Mais c'est quand même pas la première fois qu'il y a des déclarations d'indépendance en Catalogne, donc des velléités, et c'est peut-être intéressant de remonter le fil de l'histoire. Ça durait combien? Ça durait 3 jours une fois, et quelques heures, et cette fois 10 minutes, 7 minutes exactement. Et ce que vous dites vous-même, Mario Vargas Llosa, c'est que c'est comme un feu de paille, cette question de l'indépendance qui régulièrement est rallumée ou se rallume. Quand vous parlez d'endoctrinement, ceux qui se vivent ou se ressentent catalans dans cette identité catalane parlent, eux, de transmission d'une culture, d'une langue, d'une mémoire aussi. Juste avant de revenir là-dessus, sur ce qui fait peuple, notamment pour vous aujourd'hui, et ce qui donne du sens aux frontières, j'aimerais savoir, quand vous êtes allé à Barcelone, que vous avez fait ce choix-là, non pas de parler de Madrid, mais de Barcelone, au cœur de la population catalane, d'où avez-vous parlé, ou plutôt quel corps avez-vous mobilisé ce jour-là à cette tribune? Est-ce que c'est celui de l'écrivain cosmopolite, de cette voix qu'on entend et reconnaît partout dans le monde? Est-ce que c'est celle de l'ancien homme politique sud-américain, voire militant aussi pour vos premières années? Est-ce que c'est la voix de l'Européen convaincu? Est-ce que c'est le corps de celui qui, comme vous l'évoquiez, a vécu à Barcelone sous et après la chute du franquisme en 1975? Quel corps avez-vous transposé là-bas dans les rues de Barcelone? Je suis une seule personne, vous savez, pas plusieurs. Elle parle plus d'une même voix. Je suis un démocrate, un libéral, je suis contre toute forme de nationalisme parce que je crois que le nationalisme est une des tragédies de l'histoire humaine. Et je crois que le nationalisme catalan, comme pratiquement tout le nationalisme, est une création artificielle qui va contre l'histoire, qui est une fabrication fictive qui a manipulé l'histoire d'une manière grotesque pour justifier, n'est-ce pas, l'idée de qu'il y a un passé dans lequel la Catalogne existait comme une espèce de paradis terrenal. C'est faux. La Catalogne, comme je vous ai dit, n'a jamais été indépendante dans le passé. Dans le passé très remote, faisait partie de la France. Et après, ça fait déjà 500 ans, 5 siècles, fait partie de l'Espagne. Et je crois que ça fera partie de l'Espagne pour toujours. Une Espagne qui va se dissoudre petit à petit dans l'Europe, si l'Europe réussit, comme je crois, tous les démocrates de l'Europe et du monde l'espérons.
Mais vous qui êtes un libéral, justement, Mario Vargas Llosa, vous qui travaillez, je crois actuellement d'ailleurs, sur un essai concernant les grands penseurs du libéralisme, entre autres autour d'Adam Smith, de Raymond Aron, de Karl Popper et tant d'autres, quand vous parlez de conjuration indépendantiste, de conjuration putschiste, quand vous êtes à Barcelone, il y a quand même cette idée d'une malédiction, d'un mauvais sort qu'il faudrait déjouer, et aussi d'une intention peut-être de nuire ou de détruire cette démocratie espagnole de la part des indépendantistes. En quoi cette aspiration indépendantiste, séparatiste, est régressive pour vous et non émancipatrice pour ce peuple catalan? Non, ça a été un coup de temps. Il y a une constitution en Espagne qui est la constitution probablement plus démocratique et plus libérale de l'histoire de l'Espagne. Et cette constitution garantit précisément une grande autonomie aux régions, la Catalogne, les Pays Basques, la Galice, surtout, n'est-ce pas? Et il y a des mécanismes qui sont établis par la Constitution et par les lois espagnoles qui n'ont pas été respectés par le gouvernement de la Generalitat qui a convoqué, n'est-ce pas, un plébiscite contre la loi, contre la Constitution en faveur de l'indépendance. C'était un typique coup d'État, c'est-à-dire une régression au tiers-mondisme pour l'Espagne. L'Espagne est devenue maintenant une nation moderne, une démocratie du premier monde. Et ça aurait été une régression totale. Ça aurait été un retour au tiers-mondisme. Ce qu'était l'Espagne à l'époque de Franco, à l'époque de la dictature. Alors c'est pour ça qu'il y a eu cette comme réveillement de la Catalogne silencieuse qui est sortie. 1 million d'Espagnols et la grande majorité des Catalans qui sont sortis les jours où j'ai parlé. Et c'était très émouvant, vous savez, surtout le nombre de gens qui se sont manifestés en faveur et contre l'indépendantisme et en faveur de l'Espagne et de l'Europe. Mais est-ce qu'on peut raisonnablement parler de coup d'État, de putsch, comme vous le faites, quand une fraction de la population, peut-être pas toute la Catalogne, mais une partie des Catalans, avec leurs représentants, ont demandé, depuis 2010, l'organisation d'une consultation que Madrid leur a refusée. Ils ont voulu utiliser un outil démocratique. Madrid n'a pas refusé la consultation, c'est la loi. C'est la Constitution espagnole. Se change les lois. Oui, on peut changer la loi, mais la Constitution établit des mécanismes pour changer la Constitution. Ça, c'est parfaitement possible. Mais le gouvernement de la Généralité n'a pas attendu à cette réforme de la Constitution. Contre la Constitution, ils ont convoqué quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, selon les lois qui ont été votées pour la grande majorité du peuple espagnol et surtout la grande majorité des Catalans. Ce sont les Catalans, surtout, où ont voté plus de 90% en faveur de cette constitution que le gouvernement de la Généralité prétendait, n'est-ce pas, violer avec cette convocatoire en plébiscite pour l'indépendance. Donc cette question de la majorité, de la minorité, pour savoir aujourd'hui quel est le sentiment dominant en Catalogne... On va le savoir les 21. Les 21, il y aura des élections libres. Des élections régionales qui ont été organisées. Des véritables élections, pas la pantomime ridicule qui a organisé la Généralité. Non, les 21, on va voir exactement combien de Catalans veulent l'indépendance et je vous assure qu'il n'y aura pas une majorité en faveur de l'indépendance. On vous recevait la saison dernière pour Aux 5 rues de Lima, votre dernier roman paru chez Gallimard. Toute votre œuvre est traversée par la question des violences, mais aussi par la question démocratique et son extrême opposé, la dictature que vous avez connue au Pérou aussi, Mario Vargas Llosa. Vous êtes d'un continent où cette question des majorités et des minorités, notamment des peuples minoritaires avec les Amérindiens, entre autres, c'est régulièrement posé. Vous avez raison, c'est peut-être pas légal d'organiser cette consultation aujourd'hui, mais est-ce que c'est légitime? À partir de quand, pour vous, un peuple peut demander son autodétermination, peut demander sa propre souveraineté?
C'est-à-dire ça dépend des lois. Hein. Je ne connais pas exactement la loi française, mais si la Bretagne voudrait devenir indépendant, est-ce que les autorités régionales peuvent convoquer un référendum seulement pour la Bretagne pour décider, eux seuls, s'ils deviennent indépendants ou non? Ils peuvent, mais ça n'aura pas force exécutive. Ça Oui, n'aura pas une force légale. ça n'aura pas une force légale. Bon, alors c'est exactement la même chose en Espagne. Cela n'a pas une force légale et on a prétendu légitimer cette élection au nom d'une soi-disant majorité. On ne sait pas s'il y a une majorité. Jamais il y a eu. Jamais il y a eu dans les élections catalanes une majorité en faveur de l'indépendance. Jamais. Ça aurait été la première fois, n'est-ce pas? Je crois que tout ça a été une espèce de conspiration d'une minorité qui voulait plusieurs choses. Une, très importante, faire oublier toute la corruption qui a marqué les gouvernements de la Generalitat en Espagne, de l'époque de M. Pujol, qui était le grand leader de l'indépendance, et on découvre qu'il était un voleur, n'est-ce pas, avec sa famille, et que pendant plusieurs années, ils l'ont volé à l'État et à la Catalogne. Et ce sont les continuateurs de l'œuvre de M. Pujol qui ont convoqué ces plébiscites. Alors, on dit aussi, pardon, mais que le coup de force de Madrid et de Rajoy est aussi fait pour cacher les petits arrangements, la corruption au niveau de l'État central. Donc ça, c'est des arguments qui reviennent souvent d'un côté et de l'autre. Coup de force, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? La réponse très ferme de Madrid à cette déclaration unilatérale d'indépendance. La réponse a été exactement avec la loi. On a fait exactement ce que la loi demande au gouvernement de faire dans les cas où il y a une sédition en marche pour détruire l'Espagne, pour détruire la démocratie espagnole qui, comme vous savez, est basée sur le respect des lois et de la Constitution. Alors, il n'y a jamais... Non, le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Il ne pouvait pas accepter, n'est-ce pas, la destruction de la souveraineté nationale par la décision d'un groupe qui était même minoritaire dans la région de Catalogne. Non, non. Et je crois que le soutien de la grande majorité des Espagnols pour l'application du décret 155 qui a utilisé le gouvernement, il n'a fait que suivre ce que la loi demande d'un gouvernement national, un gouvernement qui est démocratique, qui n'a jamais violé la loi en réponse à la conspiration sécessionniste catalane. Non? Mario Vargas Llosa, j'aimerais qu'on revienne, vous qui êtes aussi un homme de culture et un homme d'histoire, nous expliquer un peu sur quoi repose cette unité de l'Espagne. Vous l'évoquiez, Mariano Rajoy l'a aussi répété, l'unité de l'Espagne ne se négocie pas, mais sur quoi elle repose cette unité? Sur quelle histoire? Sur quel pacte social? Quels sont pour vous les éléments objectifs qui plaident pour l'unité de l'Espagne aujourd'hui? Sûrement, vous savez que l'Espagne, c'est la monarchie la plus ancienne de l'Europe. Plus ancienne que l'anglaise, plus ancienne que la française. Alors, c'est une monarchie qui a plusieurs centaines d'années derrière elle. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que probablement jamais dans sa longue histoire, l'Espagne n'a eu un système si ouvert, si décentralisé comme celui d'aujourd'hui. Par exemple, la Catalogne n'a été jamais si responsable de toutes les libertés et responsabilités qu'il a aujourd'hui. Et c'est le cas pour les Pays Basques, c'est le cas pour la Galice, c'est le cas pour toutes les régions de l'Espagne. À différence de la Catalogne, il y a des régions qui étaient des monarchies indépendantes dans le passé. Valencia,
Navarra, Léon, la Catalogne, jamais. Pas un seul jour de son histoire. Avec nous, Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, romancier péruvien et espagnol, jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Qu'est-ce qui fait peuple? On parle aujourd'hui de la crise catalane qui est pour l'instant loin d'être dénouée, mais en tout cas suspendue avec la décision de Madrid de mettre sous tutelle la Catalogne suite à sa déclaration unilatérale d'indépendance. Des élections régionales auront lieu le 21 décembre qui permettront peut-être ou pas, on va en reparler, de sortir de la crise, éviter surtout que cette crise ne se répète. Telle est la question. En attendant, qu'est-ce qui fait peuple? On a posé cette question au philosophe Michael Fossel, professeur à Polytechnique, qui constatait récemment dans Libération une crise de l'autonomie partout en Europe, crise du concept en pleine perte de sens politique, et qui s'interrogeait sur notre antenne sur cette notion de peuple. Si on prend le cas espagnol, on voit bien qu'il y a un conflit véritablement ici politique, c'est pour le quoi d'ailleurs visiblement les institutions européennes ne sont pas en mesure tellement d'avoir le moindre avis, sinon d'attendre que les juges départissent ou feront le départ entre les opposants. De quoi s'agit-il? De savoir ce qu'est un peuple. Et est-ce qu'il existe quelque chose comme un peuple catalan ou est-ce qu'il existe quelque chose comme un peuple espagnol incluant la Catalogne? Pour répondre plutôt, c'est pas un problème qu'on peut résoudre, mais pour répondre, ou en tout cas tâcher de répondre à une question de cette envergure qui va d'ailleurs se poser aux quatre coins de l'Europe, pas seulement en Catalogne, en Écosse bientôt, déjà en Belgique, il me semble qu'on ne peut pas en rester simplement à des aspects purement formels, juridiques, savoir si c'est la Cour constitutionnelle espagnole qui va décider. Il est préférable d'envisager une réflexion de nature constituante, institutionnelle, parce que qu'est-ce que c'est qu'appartenir à un peuple, sinon vouloir appartenir à un peuple, et pas simplement selon sa langue, selon son ethnie, selon sa culture, se référer à des valeurs communes. Mario Vargas Llosa, est-ce que vous êtes d'accord avec Michael Fossel qui a aussi cette question de l'intention, de la volonté d'appartenance qui entre en compte dans les critères de ce qui fait peuple? Parce que c'est vrai aussi que cette question, elle ne va pas cesser de se poser. Elle se pose déjà depuis un certain nombre d'années, mais on pourrait la voir se reposer demain clairement en Écosse, en Nouvelle-Calédonie en 2018. Pour la Flandre, elle ne s'est jamais éteinte aussi. Qu'est-ce qui fait peuple pour vous? Je crois que c'est important de différencier l'idée du peuple et l'idée des nations, n'est-ce pas? Une nation peut avoir plusieurs peuples à l'intérieur, et c'est le cas de l'Espagne. L'Espagne a un dénominateur commun, qui est l'espagnol, bien sûr, et l'histoire commune, mais il y a, et c'est la richesse de l'Espagne, une diversité de cultures, de langues, des traditions, et tout ça fait une grande richesse. C'est vrai que pendant la dictature de Franco, on a imposé une unanimité qui était artificielle, n'est-ce pas? Parce que réprimait les cultures locales. Mais justement, la démocratie espagnole d'aujourd'hui a ouvert ce système. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Espagne, les cultures régionales ont une liberté pratiquement totale pour se développer, pour se montrer, pour se manifester. Et je crois que ça a enrichi énormément la vie culturelle de l'Espagne. Surtout les cultures régionales se sont développées d'une manière extraordinaire dans les derniers 30 ans, disons, grâce à cette constitution démocratique qui a été approuvée dans les années 70 pour la grande majorité du peuple espagnol, non? On comprend que la relation entre la Catalogne et son État-nation espagnol est faite de tensions, de contradictions, d'interdépendance aussi, parce que les deux ont aussi très bien su cohabiter, la Catalogne au sein de l'Espagne pendant de nombreuses années. Mais une fois encore, au-delà de la question de la Catalogne... De nombreux siècles, non? Siècles, allons-y. Au-delà de la Catalogne, Mario Vargas Llosa, qu'est-ce qui menace pour vous
aujourd'hui l'Europe, quelle menace pour l'Europe dans ce réveil des identités régionales, dans ce repli identitaire que vous évoquiez au début de notre discussion? Mais vous voyez, la création de l'Europe, c'est l'évanouissement graduel des frontières et l'intégration, n'est-ce pas, aussi systématique de cette grande diversité culturelle, historique qui est l'Europe. Cette globalisation produit toujours des réactions négatives et les réactions négatives trouvent une idéologie qui est tout à fait pour eux, pour réunir ces gens déconcertés avec ces changements extraordinaires qui est le nationalisme. Le nationalisme, c'est ça, exactement. Pourquoi l'histoire de l'Europe est pleine de massacres, de guerres épouvantables? C'est le nationalisme. C'est même pas la religion qui a produit tellement de massacres et d'horreurs dans le passé. Alors, c'est très important de combattre le nationalisme comme une manifestation du passé et comme une régression, n'est-ce pas, à des temps qu'on croyait déjà révolus, grâce à la démocratie, grâce à la liberté et grâce aux droits humains, non? Et vous parliez d'anachronisme tout à l'heure, Mario Vargas Llosa, à propos de ses aspirations régionalistes. Est-ce qu'au contraire, ce régionalisme n'est pas l'avenir, voulu ou pas? Est-ce que c'est pas ce qui se projette de plus en plus pour demain? Écoutez juste, si vous le voulez bien, le géographe Michel Fouché, qui est un spécialiste des frontières, que vous connaissez peut-être, et qui est l'auteur dernièrement du Retour des frontières. Les frontières internationales, les frontières politiques au sens strict, sont nécessaires à la vie collective internationale. On a besoin absolument d'une distinction entre le dedans et le dehors. Et c'est en effet un attribut de la souveraineté. C'est là qu'on exerce les fonctions régaliennes, sécurité, protection, droit de douane, etc. Alors, dans l'espace européen, qui est un cas unique au monde, on a, pour des raisons d'abord économiques, mais aussi symboliques et historiques, rendu les frontières d'État invisibles. On ne les a pas supprimées, on les a rendues invisibles. Donc ce qui change depuis quelques années, en raison en particulier des défis sécuritaires, c'est qu'elles retrouvent une certaine visibilité, et ça surprend beaucoup parce qu'on s'est habitué en effet à la libre circulation, qui est un véritable acquis démocratique plébiscité par l'opinion publique européenne. Ça oblige aussi à poser la question des limites extérieures du processus de construction européenne. Alors le régionalisme n'est peut-être pas l'avenir de l'Europe, Mario Vargas Llosa, mais si on suit le sens de l'histoire, est-ce qu'on ne va pas vers un retour des frontières ? J'espère que non. Je crois que les frontières vont disparaître, mais lentement. Et ça sera un processus pas violent. C'est l'économie surtout, mais aussi la politique qui vont contribuer à ce dépérissement des frontières. Cela n'est pas signifié la disparition du régionalisme. Non, le régionalisme culturel, au contraire, je crois que trouvera un environnement très propice pour se manifester dans cette Europe, et pensons que demain, dans ce monde sans frontières. Mais pour ça, c'est très important, chaque fois qu'il y ait une menace contre ce processus, qui est un processus profondément démocratique, de faire face avec des idées claires et des idées profondément libertaires à cet retour à la tribu, n'est-ce pas, qui est exactement la définition du nationalisme. Et en termes de gouvernance, est-ce que vous auriez souhaité, durant cette crise catalane, que l'Europe
Bruxelles donne un peu plus de la voix. Elle a protégé, validé le statu quo, soutenu l'Espagne dans sa décision de ne pas laisser faire cette déclaration d'indépendance catalane. Mais est-ce que vous auriez voulu que l'Europe, les institutions, s'imposent un peu plus fermement sur le devant de la scène sur cette question aussi? Non, ça aurait eu un effet tout à fait négatif. Je crois que l'Europe a fait ce qu'il fallait faire. L'Europe a reconnu, n'est-ce pas, l'Espagne comme une entité unitaire. Et l'Europe n'a pas voulu se mêler à ce débat qui est un débat antérieur pour l'Espagne. Sur cette question de souveraineté, chacun est encore le chef chez soi. Ça aurait été très dangereux, vous savez. Il y a une susceptibilité nationale qui est encore très riche, très forte. Ça va changer, je crois. Si l'Europe réussit, je crois que ça va changer beaucoup, surtout pour les nouvelles générations. Mais dans ces moments-là, je crois que l'Europe a fait ce qu'il devait faire. Elle s'est prononcée en faveur de l'unité de l'Espagne et n'a pas participé dans la discussion, qui est une discussion entre les Espagnols. Non? Vous avez eu une fois cette belle définition du roman. Vous avez dit le roman est l'histoire privée des nations. C'est pas moi, c'est Balzac. Pas vous? C'est Balzac. C'était Balzac. C'est Balzac. Pardon. Il a toujours raison. Je me souviens toujours parce que je crois que c'est une merveilleuse définition du roman, mais malheureusement, c'est pas moi, c'est Balzac. Dans quoi l'a-t-il écrit? Non, quand il a écrit les préfaces pour la comédie humaine, il a dit le roman, c'est l'histoire privée des nations. C'est la meilleure définition d'un roman, je crois. Et vous la faites vôtre alors? Ah oui, tout à fait. J'ai cité Balzac dans les livres, je crois, les plus ambitieux que j'écris. Donc en fait, vous prendrez garde d'éviter, d'empêcher le retour des nations dans le roman, ça c'est sûr. Exactement, ça, oui. C'est des questions que vous aborderez publiquement, mais pas forcément dans vos romans. Oui, c'est-à-dire que je le fais, j'écris des articles, je participe au débat public et je me manifeste toujours contre le nationalisme puisque je suis convaincu que le nationalisme est une idéologie passadiste, anachronique et une source terrible de violence. À ce propos, vous êtes aussi chroniqueur, éditorialiste dans le quotidien El País. Vous avez régulièrement publié, Mario Vargas Llosa, vos chroniques dans des ouvrages, dans des recueils de chroniques, et notamment dans Le langage des passions, un des premiers parus dans les années 90. La violence des réactions, la bipolarisation de la vie, pas simplement politique, en Espagne depuis 2-3 mois autour de cette question de la crise catalane, jusqu'à la presse partisane des deux côtés, la presse catalane proche des indépendantistes ayant fermement pris parti, la presse nationale défendant effectivement l'unité de l'Espagne. Est-ce que vous pensez que dans ces moments-là, la presse devrait quand même s'astreindre à un devoir de neutralité, d'information, de donner dans les pages des journaux les deux points de vue, qu'on puisse les croiser et les comprendre, être en fait un espace de débat, une agora, et non pas un espace d'opposition? C'est-à-dire que cette violence a été surtout une violence verbale, n'est-ce pas? Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Ça aurait été très, très différent 40 ans avant, n'est-ce pas? Pendant la guerre civile, on s'entretuait en Espagne pour des discussions pareilles. C'est un progrès considérable que maintenant la violence est purement verbale. Une violence verbale, ça va avec les caractères espagnols, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas une violence physique, ça va. Je crois que c'est dans une société civilisée, c'est permissible. Et mon impression, d'ailleurs, c'est que le pire est déjà passé. Je crois que maintenant, tout va se passer d'une manière très démocratique à travers des élections, à travers une campagne électorale. C'est ce qu'il faut, exactement. Et je crois que ça montre que, malgré tout, il y a eu un progrès extraordinaire
de l'Espagne de Franco à l'Espagne d'aujourd'hui. Et vous qui êtes un homme de mots, est-ce que vous avez eu le sentiment que dans ce débat public, il y a eu quand même des outrances, des formules outrancières, des mots outranciers d'un côté comme de l'autre, qui vous ont quand même égratigné l'oreille et que vous n'aimeriez plus entendre, même si la violence verbale est autorisée? Mais vous savez, les Espagnols, les Latino-Américains, nous sommes un peu habitués à les excès verbaux, non? Il y a eu des excès, oui, mais il faut quand même situer tout ça dans un contexte d'une extrême gravité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça aurait pu se passer une tragédie. Hein? Les choses ne sont pas arrivées à cet extrême. Les excès verbaux, oui, il y en a eu trop. Espérons que la campagne électorale sera plus pacifique, hein? Plus intellectuelle, une campagne d'idées surtout. Et si c'est comme ça, mais c'est parfait, ça c'est la civilisation. Hein? Et que la question du « que pouvons-nous faire ensemble » sera levée durant cette campagne et que le point de non-retour n'ait pas été passé entre les différentes parties en présence, si je vous comprends bien. Je crois que la grande majorité des Espagnols veulent la démocratie qu'ils sont. Ils veulent une démocratie plus honnête, avec moins de corruption. Malheureusement, la corruption a été très grande en Catalogne, en Espagne. Mais en même temps, les lois, malgré tout, fonctionnent. Hein? Il y a beaucoup de responsables de la corruption qui sont en prison. Des hommes qui étaient très puissants, maintenant ont été jugés, condamnés, sont en prison. Alors, si vous faites une balance de la situation, je crois que cette crise a servi, entre autres choses, pour montrer que les institutions en Espagne fonctionnent et qu'il y a un soutien qui est énormément majoritaire en faveur de ces institutions. Mario Vargas Llosa, je ne vais pas tarder à vous laisser filer, puisqu'à 18h30, vous retrouverez aujourd'hui ce cher Antoine Compagnon pour parler avec lui littérature. Nous le recevons d'ailleurs dans pas très longtemps, je l'espère, à la grande table pour parler de son nouvel ouvrage sur les chiffonniers de Paris. Vous avez peut-être déjà eu le temps d'y jeter un œil. Donc ce sera tout à l'heure au Collège de France, grande conférence publique à laquelle on peut insister dans la limite des places disponibles. Là, c'est moins le moi politique qui va aller sur la scène discuter avec Antoine Compagnon que le moi écrivain ou le moi littéraire. Et littéraire, surtout, oui. Donc vous allez refaire le déroulé de toutes vos passions. Ah, pourquoi? Pourquoi vous l'espérez bien? Non, parce que je suis surtout un écrivain, n'est-ce pas? C'est la littérature qui est la chose la plus importante pour moi, pas la politique. Vous l'avez je parle de politique quand je dois le faire, mais la littérature, c'est ce que j'aime vraiment. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez 5 corps en un. Hein, un corps politique, un corps barcelonais, un corps démocrate, un corps littéraire, oui. Vous êtes tout ça. Vous allez parler de quoi tout à l'heure au Collège de France? Ça dépendra de M. Compagnon. Hein. C'est lui qui est le directeur de la conversation, mais je crois qu'on va parler surtout de littérature, on va parler un peu de l'Amérique latine aussi, de l'Espagne sans doute. Oui. Merci beaucoup à vous, Mario Vargas Llosa, d'être passé autour de cette grande table ici à France Culture. Merci. Merci.